Aujourd'hui, je veux vous parler de la dette. Vous le savez, on n'arrête pas de parler du taux d'endettement d'un certain nombre de pays, les US en tête, du fait que ça ne va pas s'améliorer, bien entendu, et du fait qu'avec la hausse des taux, évidemment, on a une hausse des taux d'intérêt et qu'évidemment, on se dit qu'on ne va pas pouvoir réussir à payer. Et à partir de ce moment-là, il y a une fuite en avant qui est de dire la faillite des États. Alors pour moi, en fait, il faut le voir autrement. La faillite des États n'arrivera pas. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où un État a une dette qui est libellée dans une monnaie qu'il peut imprimer à loisir, il ne peut pas faire faillite. Tout ce que vous allez avoir, en fait, c'est à un moment donné une acceptation que pour solutionner les endettements, il faut laisser courir un petit peu l'inflation. En laissant courir l'inflation, on va rogner une partie de cette dette, mais surtout, on va dévaluer la monnaie. Et la dévaluation des monnaies ne doit pousser qu'à une chose, in fine, si vous voulez, c'est à ne plus du tout détenir de la monnaie, mais à tout prix investir sur tout, que ce soit l'or, l'argent, que ce soit les actions, que ce soit les obligations également, et jusqu'au Bitcoin, si on a suffisamment de cash, on voit qu'on peut projeter jusqu'à acheter du Bitcoin en mode refuge, parce que le but, c'est justement de se dire, le marché va dévaluer les monnaies pour inflater tout cela, pour résoudre la problématique. Et on se souvient qu'au XVIIIe siècle, la France s'était également lancée dans tout un tas d'emprunts qui ont fini par imploser avec la Révolution française. Mais on le voit, ça peut durer 100 années. L'Empire romain également, si vous voulez, a commencé à dévaluer, c'est-à-dire en réduisant la part d'or ou la part d'argent ou la part de métaux à l'intérieur des pièces par rapport à la valeur faciale à partir de Néron. Mais ça a duré plusieurs centaines d'années avant qu'on arrive drastiquement à la chute de l'Empire romain, qui ne s'est pas passée du jour au lendemain, si vous voulez. Ça a été une dégradation qui s'est faite au fur et à mesure. Donc parler de faillite des États-Unis, de chute, de dédollarisation, etc., il faut bien comprendre, si vous voulez, qu'en tant qu'investisseur, je ne pense pas que c'est le pari à faire d'une vie, puisque ça peut durer encore des décennies avant qu'on en voit le bout. Et il ne faut pas oublier également que la dédollarisation, ou en tout cas la baisse du dollar, est également à voir comme une manne pour les États-Unis et une possibilité pour eux en fait de se renforcer. Et on l'a vu déjà, je pense, au post-année 2000, pour moi, lorsqu'on avait eu cette première dévaluation, on va dire, du dollar, pour moi, ça n'a fait que renforcer les États-Unis. Donc, c'est pas parce qu'on verra, in fine, éventuellement, le dollar baisser, qu'il faut nécessairement y voir un fait de dédollarisation et de fin de l'hégémonie et de la puissance des États-Unis, mais au contraire, une capacité de pouvoir renforcer justement leur première place. Donc pour revenir un petit peu à nos moutons, ce que vous voyez ici sur ce graphique, Federal Debt Held by the Public, je pense que c'est très important pour ça, parce qu'il faut bien comprendre, si vous voulez, que de plus en plus les nations ont de la dette, mais de plus en plus cette dette, elle est détenue par le public, mais surtout elle est détenue par leur propre population, que ce soit de par les différents plébiscites politiques pour investir, si vous voulez, dans la dette État. C'est ça qui est poussé. Le Japon a fait ça. Nous, on va vers ça également. Les États-Unis iront vers ça, mais c'est une question démographique en premier lieu. C'est une question d'inflation aussi. Et in fine, si vous voulez, on va tous y passer, mais globalement, ça va juste prendre plus ou moins de temps en fonction des taux de natalité et de où se trouve le vieillissement de la population actuellement. Donc, mais ça, in fine, on va y passer. Et donc, ce que vous voyez, c'est que le Japon a très bien pu soutenir une dette à 250% du PIB. Pourquoi? Parce que la dette est détenue par les Japonais. Donc, c'est là aussi où c'est très important de comprendre, c'est qu'à partir d'un moment, si vous voulez, même chose en France, les taux d'intérêt n'explosent pas malgré l'explosion du déficit et des endettements, parce que, in fine, en face, on a quoi? On a l'épargne des ménages, qui est énorme. Et on va y revenir plus tard. Donc ici, en gros, ce qu'on va vous montrer pour vous faire peur, etc., c'est de vous dire les taux d'endettement sont bien supérieurs à ce qu'ils étaient. Mais ce qu'on oublie, donc on parle en pourcentage du PIB, mais ce qu'on oublie très souvent également, c'est de relativiser les choses par rapport à l'inflation. Parce que l'inflation que l'on a eue ces 5 dernières années avec le Covid, dans la majorité des pays, c'est 20-30%, voire plus. Donc c'est la dévaluation des monnaies. Donc c'est ça aussi à prendre en considération, c'est que forcément, les chiffres d'endettement, que ce soit la carte de crédit, que ce soit les automobiles, etc., comme tous les prix ont augmenté, vous avez besoin de prendre un endettement supérieur pour pouvoir continuer d'acheter ça.
Mais en parallèle de ça, vous avez eu des hausses de salaire également qui vous permettent de toujours consommer. Mais in fine, dans les graphiques, ce qu'on va vous montrer, c'est évidemment que tous les niveaux d'endettement sont bien au-dessus de ce qu'on a connu ces 10, 15, 20 dernières années. Mais parce qu'en valeur, si vous voulez, on a eu une énorme inflation ces dernières années et ça, il faut le sous-traiter. De la même manière que quand on regarde la performance du Zimbabwe, quand on regarde la performance boursière du Liban ou même de Israël, etc., il faut bien considérer également d'enlever l'inflation, c'est-à-dire d'enlever la dévaluation de la monnaie. Parce qu'à un moment donné, même la Turquie, quand vous voyez les hausses sur ces pays-là, c'est essentiellement parce que tout le monde est en train de fuir la monnaie, est en train d'investir sur tout ce qu'il peut, autre que de la monnaie. Et donc, en fait, ça fait un gage de protection. Mais in fine, la rentabilité, si vous prenez en compte l'inflation, la dévaluation de la monnaie, vous n'êtes pas sur les rentabilités à 2 ou à 3 chiffres que vous voyez. Donc il faut bien prendre en compte également que certains pays connaissent de l'hyperinflation et forcément il faut rapprocher ces éléments-là. De la même manière que quand on regarde les taux d'endettement, comme je vous l'ai dit, il faut rapprocher les choses et comparer ce qui est comparable et donc bien prendre en compte que quand on va vous montrer des tableaux comme ça pour vous faire peur, évidemment vous parlez uniquement en valeur. Ce qu'on veut, c'est faire des ratios. C'est ça qui va nous permettre parce que malheureusement, je dirais que on, quand on a une inflation à 2 ou 3 annuelle, on a tendance à pas la sentir passer, mais c'est sur 20 ans, si vous voulez, c'est des intérêts composés également et c'est énorme et en plus, on a eu le covid avec un pic d'inflation qu'on peut multiplier en dehors des statistiques, classiques, on va dire, à entre 15 et 25 selon les pays, d'Europe également. Donc là aussi, vous devez intégrer tout ça. Donc il faut faire attention quand on regarde des, graphiques, qu'on vous montre des graphiques purs, qui tentent de vous comparer les situations, entre aujourd'hui et il y a 10 ans, et il y a 20 ans, et si on parle que en valeur, il y a fort à parier que c'est pas ajusté à l'inflation. Il faut ajuster tout à l'inflation. L'idée est toujours la même, c'est que, les taux d'endettement vont continuer d'augmenter. C'est soutenable parce que ça va être, le peuple qui va commencer à acheter la dette et qui commence déjà. Mais derrière, évidemment, on se dit: «Qu'est-ce qui n'est pas soutenable?» C'est éventuellement, mes déficits. Et une grosse part de mon déficit, actuellement, c'est essentiellement de la subvention, étatique et c'est pour ça que les marchés boursiers continuent de monter, si vous voulez. C'est parce que les subventions des États et le déficit des États, c'est des liquidités et de l'argent qui va sur le marché, si vous voulez, et qui contrecarre, à ce stade-là en tout cas, la, la politique contraignante des banques centrales. Et on a complètement contrecarré cela. In fine, à un moment donné, si vous voulez, vous avez des élections. Alors, jusqu'aux élections, en règle générale, on continue de raser gratuit puisqu'on a envie de se faire élire. Mais post-élection, à un moment donné, il faut se serrer la ceinture. Là où ça risque de blesser un petit peu, c'est si, à cause de l'inflation, on continue de conserver des politiques de banque centrale qui restent restrictives, c'est-à-dire avec des taux d'intérêt qui potentiellement peuvent baisser mais restent au-dessus de l'inflation. Et c'est là où c'est le plus intéressant, c'est qu'aujourd'hui, tout le monde s'émeut de la remontée de l'inflation, par exemple, mais plus l'inflation remonte, plus le gap entre les taux d'intérêt que l'on a actuellement et l'inflation, en fait, se réduit. Et donc, c'est en fait la politique de la Banque centrale, quelque part, devient plus accommodante, plus l'inflation remonte. C'est un petit peu contre-intuitif, mais c'est l'idée. Et ce qui m'intéresse le plus, si vous voulez, c'est que pour l'instant, les gouvernements voilà, ont rasé gratuit. Maintenant, on commence à voir qu'il va falloir se serrer la ceinture. Hein. Et c'est ça qui peut, à un moment donné, blesser un petit peu plus l'économie et derrière les marchés si vous n'avez pas les banques centrales, à un moment donné, qui font l'inverse et qui reprennent du quantitative easing, etc. Bon, nous n'en sommes pas là. Mais là où, évidemment, tout le monde nous sort un petit peu les trucs qui font peur, etc., c'est on a une part donc des taux d'intérêt, donc ce que l'on paye annuellement pour la dette en intérêt, qui est une part de plus en plus importante du budget de l'État. Et ce qui est pour moi important, si vous voulez, évidemment, c'est qu'on va pousser l'idée de se dire, ben, à un moment donné, les intérêts seront tellement hauts, si vous voulez, qu'on ne pourra plus les payer. Ou il faudra réduire les dépenses de l'État quelque part pour pouvoir payer ces taux d'intérêt. Alors il faut se rappeler d'une chose, c'est que la majorité de ces taux d'intérêt sont des taux courts et que les taux courts sont régis par les banques centrales. Si ça devient réellement un problème, les banques centrales peuvent résoudre le problème du jour au lendemain en baissant leurs taux. Évidemment, ça créera de l'inflation. Évidemment, ça créera de la dévaluation. Et évidemment, ça créera donc un rush sur tous les actifs autres que la monnaie pour pouvoir se protéger. Mais in fine, si vous voulez,
c'est pas ça qui va faire faillite un pays. Il y a des solutions. Et solution, c'est toujours la dévaluation. Ce qui va nous intéresser donc, c'est de parler en termes de pourcentage. C'est qu'aujourd'hui, là où tout le monde s'émeut, c'est 2,5% aujourd'hui, les déficits, c'est 2,5% les intérêts du produit intérieur brut. Ok. Et au plus haut, on voit que dans les années 80, qui était quand même une période dynamique économiquement parlant, avec de l'inflation, etc., mais dynamique économiquement parlant, on était aux alentours des 3%. Donc c'est ça aussi l'importance de relativiser. L'importance de relativiser que les banques centrales sont piégées, c'est-à-dire qu'elles ne peuvent pas baisser les taux parce que ça relance l'inflation, elles ne peuvent pas non plus les monter parce que ça tue l'économie, et on est obligé de maintenir, si vous voulez, l'endettement des États, de leur permettre de pouvoir conserver des taux suffisamment bas pour continuer à s'endetter, pour continuer à investir. Parce qu'il faut investir dans l'armement, il faut investir dans les ressources, il faut investir dans l'énergie, il faut investir dans la transition énergétique, bref, dans les infrastructures. Bref, il faut continuer encore plus dans un monde aujourd'hui qui est géopolitique, avec un certain nombre de contraintes. On est comme au sortir de la Seconde Guerre mondiale, si vous voulez, où le monde est très endetté, mais il faut conserver les taux bas et donc gérer ces taux bas pour pouvoir continuer d'investir et de créer. Donc ça, pour moi, c'est des éléments qui sont importants et c'est pour moi la logique. Sur les cartes de crédit, c'est la même idée. La plupart des gens vont vous montrer et vous dire, voilà, vous voyez les cartes de crédit ou les emprunts automobiles, etc., c'est au plus haut par rapport à ce qu'on a connu à la crise des subprimes. Mais comme je vous ai dit, la carte de crédit en volume, c'est plus haut parce qu'on parle en termes de dollars, mais entre 2007 et 2022, je n'ai pas regardé la stat, mais vous êtes à quoi? 30-35% d'inflation. Donc il faut intégrer ça. Si vous enlevez l'inflation, vous vous rendrez compte que vous êtes en fait pas sur des plus hauts historiques. Donc forcément, comme les prix augmentent, vous êtes obligé de payer plus cher, mais in fine, vous avez également eu des hausses de salaire. Et donc ce qu'il faut mettre en face également, c'est OK, il y a le crédit des cartes bancaires, mais qu'est-ce qu'il y a dans les banques? C'est quoi les dépôts? Et ce que vous regardez quand vous regardez la relation entre tout ça, c'est qu'en fait, on est dans une situation qui est très bonne historiquement parlant. Il y a énormément de dépôts au niveau des banques. Alors bien entendu, c'est le 1% des plus riches qui a le plus gros des dépôts, et c'est les 50% des moins aisés, évidemment, qui ont le gros des cartes de crédit, crédit revolving, etc. Les US, c'est vraiment un monde à part sur cet aspect-là. Mais ce qu'il faut regarder, c'est que la situation économique, quand on prend tous les foyers, est quand même pas si mauvaise que ça. Quand vous regardez un petit peu votre niveau d'endettement, certes, il est élevé, mais il faut encore intégrer l'inflation et la soustraire, mais il n'est pas si élevé que ça si vous regardez par rapport à la hausse également des actifs. Ce que je ne comprendrai jamais, si vous voulez, c'est que quand on regarde une entreprise, tout le monde, justement, va regarder la dette, mais on va regarder les actifs aussi, et l'appréciation des actifs en face, pour pouvoir calculer le ratio. Quand je regarde certains économistes, etc., nous expliquer que c'est la fin du monde, etc., ils ne regardent que les niveaux de la dette, c'est jamais sous-traité de l'inflation, et on ne parle jamais du niveau des actifs. Or, les actifs ont énormément évolué ces dernières années. Alors oui, vous pouvez en effet me dire que ces actifs-là vont baisser, mais regardons un petit peu plus loin. Le pourcentage, ça c'est aux US, mais c'est pareil en France, le pourcentage en fait de foyers qui ont un taux fixe. Parce qu'on vous parle des taux de carte de crédit, on vous parle des automobiles, etc. Mais le gros du crédit, c'est le crédit immobilier. Et aujourd'hui, en fait, aux États-Unis, on a quand même appris la leçon des subprimes, c'est que essentiellement, on n'est plus sur du taux variable, on est sur du taux fixe. Et on est sur d'autant plus du taux fixe qui a été pris pendant le Covid, voire avant le Covid. Donc on ne souffre pas tellement, si vous voulez, de la hausse des taux. C'est essentiellement les nouveaux foyers qui prennent en gros leur premier achat et qui souffrent avec des taux qui sont plus élevés. Mais in fine, donc ça, c'est quand même aussi un gage de stabilité et de meilleure santé. Et là où pour moi c'est important, c'est que regardez bien, on vous parle justement du crédit des étudiants, c'est 9%, des automobiles, c'est 8%, du crédit, des cartes de crédit, le crédit revolving, etc., c'est 6%. Ok. Et en fait, les emprunts immobiliers, c'est 66% de la dette. Donc, vous voyez bien qu'on se fait un fromage quand même des choses qui ne représentent pas grand-chose. Et regardez les actifs. La hausse des prix de l'immobilier permet aujourd'hui, regardez le niveau des actifs avec la hausse de la bourse, la hausse de l'immobilier, tout ce qui est
plébiscité par les politiques, si vous voulez, comme nous, l'équivalent d'une assurance vie, du PER, et cetera. Bah, là, c'est la même chose aux États-Unis, ils ont l'IRA, le 401(k), et cetera. Heu, Tout ça, si vous voulez, en fait, vous avez, on est sur un cycle qui est très, très long. Alors oui, bien entendu, il peut y avoir une baisse de la bourse, et cetera, une baisse des prix de l'immobilier qui fait que ce niveau d'actifs-là va baisser. Mais regardez, avant que votre niveau des actifs baisse pour créer une problématique avec le niveau du passif, il y a quand même un petit peu un petit peu de marge. Donc c'est ça pour moi qui est important de toujours relativiser les choses. Parce que ça sert à rien de sortir des chiffres, si vous voulez, pour faire peur comme ça, sans prendre en compte l'inflation. Et en comparant, des poires et des bananes, si vous voulez, en se disant: «Regardez le niveau d'il y a 10 ans, il y a 15 ans, il y a 20 ans». C'était pas la même économie, il y avait pas le même niveau de PIB, c'est important de prendre toujours en compte la dévaluation des monnaies et la fonction même, si vous voulez, du monde aujourd'hui qui fonctionne à crédit et de par le passé, on n'a rien inventé, ça fonctionnait comme ça également, jusqu'à un moment où ça coince, bien entendu. Mais, ça coince, si vous voulez, souvent plus tard que ce que l'on croit. Et je vous invite, à regarder, l'histoire de la Révolution française. C'est une histoire de crise de la dette. C'est une histoire de crise de la dette qui a commencé 100 ans auparavant. Donc ça, voilà, c'est toujours des éléments. Et au niveau des entreprises alors? Au niveau des entreprises également, elles ont profité du Covid pour prendre des taux, de crédit pas chers. La majorité des grosses entreprises du S&P 500, donc les plus grosses capitalisations, vous voyez, elles ont des taux qui sont, moins importants, c'est normal parce que comme elles sont plus sûres, elles arrivent à avoir des taux long terme qui sont plus bas et surtout, elles ont des refinancements, si vous voulez, ou des remboursements parce qu'on fait du rollover de la dette, heu, qui est beaucoup plus espacé dans le temps. Pour autant, le Russell 2000, donc c'est les 2000 petites capitalisations américaines, qui ne sont pas si petites que ça, mais on n'est pas encore dans le PME, et cetera. On voit bien, si vous voulez, que tout de suite les taux d'emprunt sont supérieurs et qu'on arrive à des niveaux de refinancement qui vont se poser là, dans l'année ou dans les 2 années à venir. Et comme les taux, ont pas mal augmenté, comme il y a de l'inflation et cetera, qu'on arrive également potentiellement dans une économie où là, ça fonctionne très bien, mais ça dépend encore les secteurs d'activité. On est à peu près revenu comme dans les années 90 où, l'économie fonctionnait bien, mais c'était spécifique à certains secteurs d'activité, donc c'était assez hétérogène. Bah, là, c'est la même chose. On peut se poser des questions un petit peu sur le refinancement de ces plus petites boîtes dans un monde où les taux sont plus élevés. Mais réfléchissons si vous voulez. On vient d'un monde où on avait des taux réels négatifs, et donc des taux très bas, où on pouvait se refinancer, l'argent était gratuit pendant 10 ans. Mais ça, c'était anormal, ce n'était pas normal. Ça nous a poussé à de la croissance molle parce que ça nous a poussé à financer des boîtes qui ne seraient jamais rentables. Aujourd'hui, finalement, dans un monde où on est en train de s'émouvoir que les taux sont à 4%, c'est finalement le plus sain. Parce qu'à 4%, je me pose la question. Je me pose la question déjà de ne pas pouvoir emprunter autant d'argent que ce que je le veux. Je me pose la question de ne pas l'investir n'importe comment, d'aller chercher de la rentabilité. In fine, peut-être qu'à court terme, en effet, ça va faire capoter un certain nombre de business, mais finalement, c'est un petit peu du Schumpeter. Ça va permettre, si vous voulez, de réallouer le capital d'une manière beaucoup plus rentable et in fine de créer des richesses beaucoup plus facilement qu'avec des taux à zéro. Alors, est-ce que l'avenir, ça sera un monde où on va vers la japonisation, c'est-à-dire que pour financer notre dette, on est obligé d'avoir des taux zéro parce qu'on n'arrive pas à recréer de l'inflation, parce qu'on a le vieillissement de la population, etc. Ou est-ce que le monde de demain, c'est au contraire justement la continuité de la dévaluation de la monnaie, donc la création de cette inflation-là, en attendant et de vous avez un certain nombre de pays qui ont de l'immigration et cetera et ça va continuer. Ça sera des choix politiques qui seront très importants, je pense, pour les décennies à venir. Ça sera des choix de flux migratoires parce qu'en fonction de ça, on aura plus ou moins d'actifs, également dans la population et en fonction de ça, on aura un impact déflationniste, inflationniste, beaucoup plus important. Bref, je ferai une autre vidéo, plus poussée là-dessus. Mais voilà, c'est essentiellement aujourd'hui une question de se dire comment on finance la dette. Pour moi, c'est pas une question de se dire on va vers des faillites. Non, je pense que on peut pousser encore le bouchon beaucoup plus loin. Je pense qu'il y a encore de l'ingénierie financière qui est encore possible. Je pense que les banques centrales ont encore des cartouches, que les États auront encore des cartouches. C'est qu'une question, en fait, à un moment donné, de prendre la décision d'accélérer quelque part la dévaluation en créant de l'inflation. Et typiquement, le Covid a démontré pour moi, la réaction que l'on a eue sur le Covid démontre
politiquement, dans la majorité des pays du monde, ce vers quoi, on est prêt à tendre. Et à un moment donné, vous verrez que les targets que l'on a à 2 d'inflation, on acceptera que ce soit à 3 parce qu'on dira: «C'est bénéfique d'avoir 3 d'inflation, parce que ça me permet de maintenir mes taux un peu plus élevés que ce qu'ils étaient par le passé, mais pas trop élevés pour continuer à financer mon économie, à continuer à essayer de créer de la richesse» et cetera. Et n'oubliez pas que jusqu'à présent, les hausses de salaire, ont été même jusqu'à être supérieures à l'inflation. Donc c'est pour ça qu'on a eu je me suis battu pendant quasiment une année, toute l'année dernière pour bien expliquer que les entreprises et les foyers étaient dans des meilleures dispositions, financières que par le passé. Donc là, même si en effet, à un moment donné, on remettra certainement la récession sur la table, peut-être à la fin de l'année, peut-être l'année prochaine, on n'en sait pas, mais à un moment donné ou un autre, on y aura droit, si vous voulez, parce que pour l'instant, on a financé, la croissance. On a énormément d'élections cette année. Il y a fort à parier, si vous voulez, qu'en règle générale, la première année, quand les élections sont passées, c'est un peu plus de serrage de la ceinture. Et si les banques centrales ne compensent pas, eh ben, on aura cette baisse de liquidité et de financement de par la baisse des déficits des différents États. Ça, c'est ce qu'il faut regarder d'un point de vue boursier, si vous voulez, si on est orienté moyen terme. Voilà pour cette vidéo. Je pense que de toute façon, je vais pousser un petit peu l'idée plus longuement dans d'autres vidéos sur différents sujets. Mais là, cette vidéo-là, c'était essentiellement pour vous dire, voilà, attention à ce qu'on vous montre, ce que vous voyez sur les réseaux, sur les vidéos, et cetera. Voilà, prendre du recul, voir si on compare pas des poires et des pommes, si vous voulez, et toujours prendre en compte cette inflation. Même dans tout rendement qu'on vous donne, prendre en compte l'inflation. Parce que vous vous rendrez compte que le rendement qui paraît très attrayant, moins l'inflation, beaucoup moins attrayant. Mais c'est toujours mieux que d'avoir du cash et donc d'avoir une perte sèche, une perte de pouvoir d'achat. On est là, on est dans une question avant tout, je pense, de protection du pouvoir d'achat dans les années à venir.